De retour sur Sport & Chill, c'était rapide. Ce retour, c'était Daventra Banhart et le titre Carmencita. On passe tout de suite à notre jingle interview. Sport & Chill, l'interview. L'interview chill. Et ce soir, nous recevons 3 triathlètes et non pas des moindres. Je vais faire un peu leur pédigré. Ça va me durer une petite dizaine de minutes, vous inquiétez pas. Donc, Cassandre Beaugrand, triple championne de France 2014, 2017, 2018, médaille de bronze au championnat d'Europe, surtout médaille d'or à une épreuve de championnat du monde en 2018 à Hambourg, et en mixte et en simple. Ce sera d'ailleurs le son de la semaine à la fin de l'émission. Léonie Perriot, donc deuxième en cross-country, championnat de France 2018 et quadruple vice-championne de France courte distance en triathlon. Médaille d'or à la Coupe d'Europe en 2016 et à noter une victoire au GP de triathlon de Dunkerque, c'est l'équivalent du championnat de France si je me trompe pas exactement. Cette année en 2018. Et Pierre Lecor, champion de France et champion d'Europe de triathlon cette année en 2018. Et puis des victoires en Coupe du Monde par exemple en 2015 en Colombie ou encore en 2012 en Hongrie. Mais surtout, médaille d'or en championnat d'Europe en relais mixte en 2018 à Glasgow. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous ce soir. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je crois que c'est la première fois que l'animateur est peut-être plus stressé que les invités. C'est fort possible et un grand plaisir de vous recevoir. Certes, si on n'est pas stade 2, malheureusement, mais c'est un peu plus modeste ici. Ma première question. On a l'air d'être en fin de saison, début de l'hiver. Est-ce qu'il y a des vacances ou pas pour les triathlètes ? Ou pas du tout ? Bah là, on a fini. C'était plutôt vers octobre pour tous. Et ça a duré environ 2-3 semaines. Et un peu plus pour Pierre. Il y a la chance du coup. Effectivement, j'ai eu une chirurgie, donc ça a duré un peu plus longtemps, 6 semaines pour moi. Et là, je reprends, donc j'étais impatient de reprendre. Très content. C'est assez court du coup, on va dire, le temps mort entre guillemets d'un triathlète dans l'année. Ouais, c'est assez court, mais parce qu'on n'a pas vraiment le choix, sinon on perd toutes nos capacités qu'on travaille toute l'année. Et après, une fois qu'on est un peu en dehors des terrains, c'est dur de reprendre et les blessures, elles arrivent beaucoup plus rapidement si on est éloigné de nos terrains d'entraînement. Parce que je pense par exemple juste à l'une de vos disciplines, en cyclisme sur route, c'est vrai qu'il coupe à partir de maintenant, même depuis maintenant presque un mois jusqu'à janvier. Donc c'est vrai que ça fait une coupure beaucoup plus importante que pour des triathlètes. Donc, d'autant plus vu la difficulté du sport que vous pratiquez. Oui, effectivement, on a 3 sports, donc il faut pouvoir... Sur les 3, en effet. Donc voilà. on va commencer peut-être en première partie sur la discipline donc, du triathlon pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant de ce sport qui devient de plus en plus médiatisé. Il faut le dire du coup. Pouvez-vous un peu nous parler des distances en triathlon ? Est-ce qu'il y a plusieurs distances dans le triathlon ? Il y a des courts de distance. J'ai vu qu'il y a des championnats de courte distance, si je ne me trompe pas. Petite distance. Oui, donc c'est vrai que le triathlon, il y a pas mal de distances. Ça commence par la distance, donc c'est 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2 km 5 à pied. Donc ça, c'est la distance XS. Après, il y a le S qui est le double, donc c'est 800, 20 et 5. Et nous, c'est la distance M, donc la distance qui est aux Jeux, donc la distance olympique. Donc il y a encore le double, donc c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Et après il y a encore le L, c'est 3 km de natation, il me semble, 90 de vélo et un semi. Et après il y a encore le XL, qui est du coup l'Ironman. Et là c'est 3 km 6, 180 en vélo et c'est un marathon à pied. Bon, en fait, le XS pour nous, chroniqueurs, c'est un peu notre XL à nous. Voilà, clairement. Au niveau de la compétition, alors, j'ai vu sur Internet, je me suis renseigné, entre les championnats du monde et la Coupe du Monde. Il y a une différence. J'ai vu qu'il y avait deux compétitions différentes. Ouais, il y a 2 compétitions différentes, mais c'est un peu compliqué à comprendre le triathlon parce qu'il y a énormément d'épreuves. Comme a pu te dire Léonie, même nous on s'y perd. Donc pour simplifier, il y a 2 circuits, le circuit Ironman et le circuit courte distance que nous on fait pour les Jeux Olympiques. Et donc sur ce circuit-là, il y a un circuit Coupe d'Europe, Coupe du Monde et circuit Championnat du Monde. Donc voilà, je les ai dit dans l'ordre, on va dire, croissant. Et donc le plus haut niveau, c'est le circuit Championnat du Monde WTS, où dans l'année, il y a 8 étapes qui désignent à la fin le vainqueur qui est champion du monde. D'accord. C'est un peu comme la Formule 1, par exemple. Ok.
Et au niveau des courses dans le triathlon, est-ce que le tracé, on va dire ça comme ça, est à la charge des organisateurs, c'est-à-dire ils peuvent mettre une montée, peuvent mettre quelque chose de plat, ou est-ce que il y a des standards à avoir dans le triathlon? Ah oui, non, clairement, maintenant, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est des circuits hyper techniques, hyper durs. Donc, s'ils trouvent une bosse dans le coin, ils vont la mettre, ça c'est sûr. Nous, sur le circuit championnat du monde, on a des circuits qui, donc d'année en année, se compliquent et sont très durs à vélo, notamment. Voilà, avec des relances, des U-turns, des 180 degrés. Donc, pour que ça soit télégénique et que ça puisse passer à la télé, qu'il y ait de rebondissements, des chutes, voilà. Ah oui, donc c'est aux organisateurs de faire un peu leur tracé, du coup. Bien pour le public, pas toujours pour les triathlètes. Oui, en effet. Même pour le cyclisme, tu en parlais tout à l'heure. Ça met un peu de piment à la course, on va dire. Ouais. Pour les questions un peu plus précises, au niveau des entraînements, pour vous par exemple, est-ce que le rythme de l'entraînement en hiver est peut-être le même que le rythme en été ou dans d'autres saisons? Ou c'est tout le temps le même rythme? Non, justement, on a tendance à plus charger l'hiver parce qu'on n'a pas de course et du coup, c'est souvent la plus grosse période de charge. Et après, on ralentit un peu souvent à l'approche des courses l'été. D'accord, pourtant c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'on a moins envie de s'entraîner l'hiver ou au contraire? Ça va encore sur Montpellier. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Pôle France qui est au Krebs à Montpellier pour bénéficier des bonnes conditions climatiques. En effet. C'est pas le... Comment on appelle ça, l'Ironman dans le Nord, tu disais, Guillaume? Le Norseman. Le Norseman, c'est pas le Norseman, non. en effet. C'est pas les conditions des Britanniques. Ouais. Non, c'est vrai. Mais ça renforce aussi d'un autre côté. Ouais. Quelles sont les qualités physiques, voire mentales d'un bon triathlète, on va dire? Il faut être très fort mentalement, je pense que ça demande beaucoup d'entraînement. Et en course, c'est vrai que c'est quasiment 2 heures d'effort pour les filles et 1h50 pour les garçons. Et c'est quasiment tout à fond, il faut se le dire. Et du coup, c'est vrai que la tête joue beaucoup. Pour moi, ça joue peut-être plus que le physique? Pour moi, c'est, on va dire 70% de la tête et 30% le physique. Parce que si la tête ne suit pas, le physique ne suit pas, tout simplement. D'accord. Ah oui, en effet, je croyais que c'était un petit peu moins, mais c'est vrai que le mental joue beaucoup dans le triathlon. Guillaume, tu as peut-être une petite question sur l'entraînement? Oui, justement, on parlait de l'entraînement et vous avez 3 sports. Et est-ce que vous travaillez avec les structures des sports individuels, par exemple? Est-ce que vous travaillez avec les entraîneurs des demi-fondeurs ou est-ce que vous travaillez avec les entraîneurs des cyclistes ou c'est vraiment à part? Voilà. Ouais, alors moi c'est un peu particulier par rapport aux filles qui elles s'entraînent au Pôle France. Moi je me suis entraîné pendant de nombreuses années, mais maintenant j'ai choisi une autre voie qui est celle-là dont je m'entraîne au Manuc, donc le Montpellier Natation avec Frédéric Delcourt. Et après en course à pied et en vélo, je m'entraîne de mon côté, c'est moi qui fais mes plans d'entraînement. Après, je peux partager les entraînements avec certains cyclistes, etc. Mais j'ai déstructuré, on va dire, mon entraînement comme ça, ouais. Une question peut-être sur le mental, je reviens un peu là-dessus. Est-ce que vous avez des préparateurs mentaux justement dans le triathlon par rapport, comme dans les autres sports, certains autres sports, ou c'est que des préparateurs physiques et aussi qui jouent ce rôle mental? Ça c'est vraiment personnel. On va dire que quand on en a le besoin, donc on va dire qu'on s'oriente donc vers un préparateur mental. Et moi personnellement, j'en ai une, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment personnel. Si on en ressent le besoin aussi, parce qu'il y a la fédération qui nous met ça en place. Et donc voilà. Et sur une autre question peut-être épineuse, on a reçu il y a quelques semaines des intervenants sur la diététique sportive. On sait que la nutrition c'est important dans le sport. Est-ce que c'est pas le plus c'est pas le plus gros peut-être pas problème, mais la plus grosse difficulté d'un triathlète? Peut-être Cassandre qui voulait répondre. Je sens que Pierre voulait que Cassandre réponde. Non, mais c'est vrai que c'est important. Après, on fait quand même, je pense, pas mal d'écart parce que c'est vrai qu'on élimine pas mal et tout. Donc, c'est juste par rapport à tenir les entraînements, il faut quand même manger en conséquence. Et ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des interdits? Oui, il est censé y avoir des interdits, mais après, on profitait aussi un peu quand même. Enfin, en tout cas, pour ma part, je pense que pour les deux aussi, c'est pareil. Donc ça va au McDo, d'accord, très bien. C'est conseillé. On va résumer ça comme ça. De moins en moins.
Oui, Romain, tu as une question, pas sur la nutrition, mais sur un peu plus le financement. On change de domaine, on sait que, comme tous les sports, le triathlon essaye de faire tout ce qu'il peut pour pouvoir bien fonctionner et avoir des financements, je pense notamment de tout ce qui est sponsor. Et une question assez simple finalement, est-ce qu'en France ou dans notre pays à l'international, on peut vivre du triathlon ? Et surtout, comment ça fonctionne ? Est-ce que justement vous avez des contrats de sponsoring avec certaines marques en particulier, la Fédé peut-être la fédération qui aide quels sont les types de financement pour le triathlon ? Ouais, alors pour les sponsors, c'est un peu particulier parce que le triathlon, effectivement, il n'y a pas de syndicat d'athlètes, etc. Donc c'est un peu décousu. Là, on est principalement aidé par nos clubs respectifs, donc, qui nous aident grandement. Après, on peut avoir la chance d'avoir un CIP. Cassandre et moi, on est par exemple à l'armée. Donc, on a un contrat qui permet de nous aider tout au long de l'année et de cotiser notamment pour la retraite. Parce qu'en tant que sportif de haut niveau, il n'y a pas vraiment de choses là-dessus. Si ce n'est des petites aides, mais c'est petit. Et après, on peut chercher des sponsors personnels. Donc, Cassandre et moi on est Adidas, Léonie elle est Nike. Donc, et puis après on essaie de trouver des sponsors qui puissent nous aider à financer nos préparations, etc. Mais après on est bien suivi par la fédération également, qui nous aide énormément pour les déplacements, pour les stages. Mais pour bien en vivre, il faut, on va dire, je dirais, il faut être dans le top 15 mondial. Sinon là ça c'est un peu difficile. Et du coup, c'est une question de classement, ou est-ce qu'il y a aussi des pays qui sont plus ou moins en pointe dans l'aide, finalement, dans le financement au triathlon, que ce soit fédération, club, justement ? Non, clairement, je pense que c'est les pays. Hein. En France, on est très bien lotis. Dans certains pays, c'est un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas accès au CIP, où les clubs ne les aident moins qu'en France. Donc nous, on est pas mal lotis. Ouais. On peut peut-être passer à une deuxième thématique sur le développement du triathlon, peut-être le triathlon à l'avenir. Tu voulais peut-être poser les nouvelles disciplines. Oui, une question sur les nouvelles disciplines du triathlon. C'est lié à la médiatisation qu'on voit croissante autour du triathlon, avec notamment une chaîne sur laquelle on peut voir de plus en plus de tu peux la citer. Hein, la chaîne L'équipe. Pas de concurrence avec eux, je pense pas. Non, je pense qu'on n'est pas vraiment en concurrence. Et donc oui, on a pu voir dans le cadre de la Super League de triathlon à laquelle vous avez participé des nouvelles disciplines, là plutôt encore beaucoup plus courtes que les formats que Léonie avait présentés plus tôt. Je pense à l'enduro, au triple mix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces disciplines et justement qu'est-ce que vous avez pensé de la découverte de ce type d'épreuve ? Alors en fait, ouais, c'est vrai que c'est un peu une discipline, je dirais, le triathlon un peu revisité. Et ouais, je trouve que c'était une bonne façon de travailler aussi parce que c'est vraiment super court et ça se rapproche un peu, je dirais, du temps d'effort pour les relais. Donc c'était une bonne étape pour travailler et une bonne course, quoi. Et moi je pense à tout l'inverse du coup. Si tu voulais réagir. Non, parce que je disais, parce que c'était court, mais après c'est quand même un effort d'une heure. Notamment l'enduro, parce que c'est 3 petits triathlons qui s'enchaînent, mais le total fait 1 heure, donc c'est équivalent à un sprint. Et c'est vrai que le fait de replonger, surtout, je trouve, mais après un effort, on n'était pas du tout clairement habitué à ça. Donc ça a vraiment été compliqué, mais c'est vraiment une très belle expérience, et je pense que dans l'avenir, il y en aura de plus en plus. Ouais. C'est un autre type d'effort, l'enduro par exemple ? Oui, parce que après on va dire non parce que ça reste du triathlon, mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude donc d'enchaîner dans ce sens-là, parce que c'est notamment moi personnellement j'ai trouvé vraiment compliqué donc de renager, mais après une course à pied j'ai trouvé ça vraiment dur. Surtout que l'eau était assez fraîche, elle était à 18 et donc sans combi et de replonger mais après un effort. C'était intense. C'est pas un vrai plaisir dans ce coup-là. Sur le coup, non. Ce qui rajoute des étapes au calendrier aussi. Ouais. Du coup, ça rajoute 4 étapes, mais après, ça c'est vraiment donc un choix, c'est pas du tout imposé et ça compte pas pour le classement mondial. Donc ça, parce que la Super League, donc c'est par invitation. Et du coup, ça rajoute 4 étapes si on va jusqu'au bout à la grande finale à Singapour au mois de février. Ça vous rajoute peut-être des financements Aussi, oui, c'est plutôt intéressant. Oui. Du coup, moi, je parle de l'inverse, c'est-à-dire l'Ironman. On a vu un grand champion du triathlon, je pense que je ne me trompe pas en citant Alistair Brownlee. C'est bien le prénom. Exactement. Je le prononce bien. Champion olympique qui concourt maintenant sur les Ironman.
Est-ce que les Ironman, c'est la finalité d'un triathlète ? Je pense que ça peut être dans la continuité. Après, c'est pas forcément la finalité, parce qu'il y a beaucoup de triathlètes qui s'arrêtent après leur carrière en distance olympique, parce que c'est une très belle carrière et que les financements sont pas les mêmes. C'est un autre type d'épreuve. Après, il y en a beaucoup qui aiment s'orienter là-dedans, voilà, parce que c'est quand même complètement différent et que malgré tout, ça reste du triathlon. Donc, Alistair Brownlee en est la preuve, comme Javier Gomez. C'est votre cas aussi, je pense, d'après ce que j'en avais entendu. Ouais, pour l'instant non, mais c'est vrai que j'aimerais en faire. Ça peut m'intéresser. Je pense que je pourrais me faire plaisir sur 2-3 années en Ironman, mais pour le moment, c'est pas vraiment le sujet. Après, en voyant les résultats des anciens sur le distance olympique qui sont passés sur Ironman, c'est plutôt on va dire c'est intéressant de vouloir enchaîner ces deux types d'épreuves. D'accord. Sur peut-être là justement une discipline qui est un peu plus familière, c'est les Jeux Olympiques. Romain, tu voulais poser une question là-dessus aussi. Oui, c'est les Jeux Olympiques. Donc on a vu que le triathlon est devenu olympique depuis 2000, je crois, les Jeux de Sydney. Et finalement, qu'est-ce que, de votre point de vue, le fait de devenir olympique a pu apporte à la discipline? Et puis la seconde question, c'est est-ce que pour vous, du coup, un titre olympique, c'est ce qu'il y a de plus haut maintenant comme distinction en triathlon? Ça rapporte clairement des finances, on va pas se le cacher. Et même donc, au niveau de la fédération, quand on devient donc, un sport qui est olympique, ils ont beaucoup plus de moyens par le CNO, donc par le comité olympique français, par le CNOSF, pardon. Et là en plus depuis peu, je sais plus quand on l'a appris, mais il y a les relais qui sont rentrés en jeu pour 2020. Et c'est vrai que la France, ils sont toujours à la recherche de leur première médaille olympique. Parce que le meilleur résultat, c'est une 4e place à Londres de Davidos. Et du coup, là, en étant champion d'Europe et champion du monde cette année sur relais, c'est vrai qu'on a vraiment à cœur d'aller chercher cette médaille à Tokyo. Oui. On peut parler de la reconversion et peut-être de la reconversion d'autres sportifs qui arrivent dans le triathlon. Tu as une question, Alex, dessus? Oui, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est facile de se reconvertir pour un sportif? Je pense notamment, par exemple, on a Lance Armstrong et Laurent Jalabert qui sont des anciens cyclistes professionnels qui font aujourd'hui des triathlons. Est-ce que vous pensez que c'est faisable pour un sportif, même par exemple qui serait, un cycliste de 25 ans, professionnel, s'il décidait de se mettre au triathlon, vous pensez que c'est faisable en sachant qu'il est très performant dans une discipline en particulier? Après, c'est assez difficile, je pense, honnêtement, parce que le plus difficile, c'est la natation. Quand on n'a pas forcément les bases, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Après, pourquoi pas se faire plaisir dans le triathlon. On conseille souvent aux jeunes triathlètes de commencer par la natation. Est-ce que c'est oui, c'est vraiment le cas, parce qu'au final, c'est là, en fait, on peut perdre un triathlon à cause de la natation. Parce que si on sort pas dans le groupe de tête, parce que nous, c'est avec drafting, nos distances. Donc quand on loupe le groupe de tête, c'est quand même compliqué de revenir. Puis mentalement, ça fait peut-être mal. C'est plus compliqué aussi. Mais après, concernant les cyclistes, comme vous les citez, je pense que sur du longue distance, ça leur correspond mieux. Donc, notamment Jalabert et Armstrong, parce que c'est vrai que sur Ironman, c'est 180 km. Contrairement parce que la natation, c'est à peine 3 km 6, ils font ça en 1 heure. J'ai plus les chronos en tête, mais c'est 1 heure. Alors que le vélo, 180 km, c'est, je sais pas exactement les temps, mais environ 4 heures. Ouais. Du coup, ils peuvent rattraper beaucoup plus de personnes. Et c'est le cas de Jalabert, qui est un très bon rouleur et coureur, et qui peine un peu plus dans l'eau, mais sur du long, c'est pas gênant. Et qui a participé, par exemple, cette année à l'Ironman d'Hawaï. Oui, il y a eu le reportage sur Stade 2. C'est vrai d'ailleurs. J'y pensais même pas, mais oui. Dans le top 10 féminin, on retrouve beaucoup de triathlètes anglophones, donc la championne du monde britannique Vicky Holland, puis des américaines, une australienne. Où en est la France, du coup, dans ce classement ou dans le monde du triathlon? Est-ce qu'on est en nette progression Bientôt. Ça arrive. C'est vrai qu'on a eu plus de mal chez les féminines, mais là, ça commence à arriver. Et puis, on espère faire des tout performances aussi bien. Qui arrivent, cette année, on termine Cassandre 21e, c'est ça? 21e, dans ces eaux-là. Et moi, je termine 16e, alors qu'il nous manque beaucoup de courses. On en a fait que 4. Cassandre encore moins, alors que c'est 6 courses qui comptent, c'est ça, si je me trompe pas. C'est ça, c'est 6 courses qui comptent, donc c'est vrai qu'en
En terminant 16e et 21e en ayant des courses en moins, je pense que c'est encourageant pour la suite. Et au niveau chez les hommes, du coup, il y a Vincent Louis, 2e au championnat du monde. Il y a vous, Pierre Lecor, qui est 8e, si je ne me trompe pas. Où en est-on chez les hommes ? Chez les hommes, c'est un peu différent. Effectivement, on a une petite longueur d'avance sur les femmes, quelques années d'avance, mais je pense que ça va vite s'estomper parce qu'elles arrivent en force et ça fait plaisir parce que c'est important pour le relais également d'avoir des féminines compétitives. Mais chez les hommes, il y a toujours une très bonne densité depuis plusieurs années, depuis les années 2000, on va dire. Même avant, je sais pas, j'ai pas l'historique, mais maintenant avec Vincent Louise, Dorian Coninx, Léo Bergère, on peut être, on va dire 4 dans le top 15 mondial. Donc c'est une très forte densité et ça nous pousse également quand on voit Vincent qui termine 2e. Ça pousse l'équipe de France à aller au-delà de ce qu'on peut faire et c'est une très bonne émulation. On a déjà vu ses performances avec déjà des médailles d'or, donc pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal en effet. Et c'est vrai que l'année 2018 a été des deux côtés d'ailleurs pour justement montrer la bonne dynamique. Une année forte pour le triathlon français, qui a été je pense un des sports mis en valeur aussi parce qu'il y a eu une médiatisation plus importante, et que ce soit les championnats du monde, les championnats d'Europe ou sur le circuit Coupe du Monde, effectivement Vincent Louis qui allait chercher la dernière manche de la Coupe du Monde et qui performe bien aussi sur la Super Ligue de triathlon. Je pense qu'il y a de l'avenir. L'équipe 21 ou quand non, rien à voir. Je constate les bons résultats. D'ailleurs, il y a des choses dont j'ai parlé qui étaient sur France Télévisions, je te rappelle. Au niveau justement, on parlait des hommes et des femmes, la parité homme-femme. On note notamment en natation, où c'est un sport où il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est le même cas chez les triathlètes ou encore il y a un grand écart, on va dire, au niveau des hommes ? Je dirais qu'au niveau des licenciés, il y a un peu moins de femmes. Oui. Je dirais, je pense que c'est à peu près dans les 25% de femmes en France. Par contre, au niveau parité dans les épreuves de haut niveau, et maintenant c'est olympique. Les femmes ont les mêmes grilles de prix, tout est à égale mesure, donc ça c'est bien pour le triathlon. Ils sont assez en avance sur tous ces sujets-là un peu. Donc c'est vrai que c'est bien pour les femmes. Ok, on va passer à la troisième partie, un peu plus personnelle entre guillemets. On va passer au révélateur, c'est pas vrai. Peut-être on va commencer avec Cassandre justement. Vous avez fait du cross-country, où vous remportez 2 fois le titre de championne de France en cadette et en junior. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette discipline, dire un peu ce que c'est le cross-country ? C'est un peu, je dirais pour le demi-fond français, enfin pas pour le demi-fond français, mais pour le demi-fond en général. L'hiver, c'est un peu l'endroit où on passe par le cross-country. Et c'est plutôt sympathique comme épreuve. Ouais. Guillaume, tu as peut-être une réaction sur ça ? C'est une question pour tout le monde. Comment on vient au triathlon en fait ? Est-ce qu'on est bon dans un sport et qu'on se dit j'aimerais bien faire autre chose, ou parce que là elle parle du cross-country, il n'y a rien à voir avec la natation ni le vélo. La course à pied. La course à pied. 1 sur 3. Oui, donc est-ce que comment on y vient comment on y vient ? La plupart des triathlètes viennent de la natation. C'est des nageurs qui en ont eu marre, on va dire, de compter les carreaux. C'est la plupart, c'est le cas de la plupart des athlètes. Après, il y en a certains qui viennent du triathlon, tout simplement, parce qu'ils ont une famille de triathlètes, ou également des cyclistes. Mais alors, eux, ils s'orientent plus sur la distance Ironman, comme le disait Léonie tout à l'heure. Et très peu de coureurs à pied. Parce que, comme disait Cassandre également tout à l'heure, c'est très difficile de faire du triathlon si on sait pas nager ou si on est mauvais nageur. Il faut des triathlètes qui aient au moins des références en natation avant pour pouvoir s'en sortir. Donc on vient plutôt de la natation, je dirais, ou du triathlon. Et puis après, on a l'habitude également de faire beaucoup d'épreuves pour se tester l'hiver, comme le cross-country ou des compétitions de natation comme les interclubs ce week-end, ou encore quelques courses vélo. Parce que c'est un sport qui est en croissance au niveau des licenciés, au niveau de la médiatisation et également au niveau de la performance. Et ça demande d'être très performant dans les 3 disciplines aujourd'hui. Il n'y a plus de points faibles. Et c'est important du coup d'élever son niveau en étant en concurrence avec des spécialistes de chaque discipline. Et voilà, les cross-country l'hiver, comme le championnat de France,
où les filles ont vraiment fait des très belles choses l'an passé. Ça leur permet déjà de prendre confiance et puis de voir où elles en sont dans l'hiver et puis voilà, quand elles arrivent sur un triathlon, de pouvoir faire concurrence aux Anglaises notamment qui sont de très bonnes coureuses. Du coup, j'en reviens à Cassandre. Je suis désolé de revenir. Qu'est-ce qui t'a amené justement à faire du coup du triathlon après le cross-country? Parce que j'ai vu que tu avais commencé peut-être avec le cross-country un peu plus. Ouais, en fait, c'est vrai que moi à la base, j'étais plutôt nageuse, coureuse. J'ai commencé par la natation, je dirais, et à côté, en parallèle, je faisais aussi un peu de course à pied. Et je me suis dit que c'était le bon moyen de pouvoir faire les deux. Mais il est un peu trop. 3 fois championne de France, bronze en médaille au championnat du monde, un palmarès déjà important pour une jeune triathlète. Vous avez 21 ans, si je ne me trompe pas. J'alterne entre vous et tu remarqueras tout à l'heure, je ne sais pas où me placer. Tu sais très bien. Quel est votre meilleur souvenir pour le moment? Je pense que c'est quand même les relais parce que c'est souvent là où on partage le plus d'émotions ensemble. Ouais. Donc en 2018, une grande émotion, je suppose. Ouais, c'est vrai qu'on a réussi pas mal de nos relais, donc c'était vraiment sympa. Et quel est l'objectif donc en 2019? Ce serait pareil de remporter les championnats d'Europe et du monde en relais mixte pour continuer sur notre lancée et avoir des chances aussi pour les Jeux de 2020. Donc oui, des grands objectifs, surtout à 21 ans. Léonie, vous avez fait également du cross-country, encore actuellement, en 2018. Est-ce que c'est facile de jongler entre les deux, même si l'un s'emboîte dans l'autre, mais est-ce que c'est facile de jongler entre le cross-country et le triathlon? Oui, ou est-ce que c'est un entraînement, on va dire, le cross-country? Oui, en fait, moi personnellement, je le prends vraiment comme un entraînement. Je le prépare pas spécifiquement. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une période donc assez creuse pour le triathlon, parce que ça reprend que début mars avec la WTS d'Abu Dhabi. Donc c'est vrai que ça permet de mettre un dossard et de faire un peu de compétition, parce que moi, je sais que ça me manque l'hiver. Donc ça permet aussi de faire des bonnes séances et d'aller un peu titiller les meilleurs de la nation, donc c'est plutôt agréable. Deuxième, en effet, c'est plutôt un entraînement facile, du coup. Facile, non, parce que rien n'est facile. Mais c'est vrai que cette année, j'ai vraiment été performante et je m'attendais vraiment pas à faire un tel résultat. Ça peut agacer ceux qui performent toute l'année que sur le cross-country. Vous êtes tous les deux à Poissy, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez vu réagir tout à l'heure sur ce club. Comment ça se passe au niveau de ça? Vous vous entraînez ici à Montpellier, pourtant vous êtes dans un autre club. C'est une spécificité de ce sport peut-être? En fait, c'est qu'on vient de la région parisienne toutes les deux, donc on est originaire de là-bas. Et ça fait déjà quelques années, moi c'est ma 5e année à Poissy, il me semble. Ouais. Et du coup, en fait, la plupart des triathlètes français, ils ont des clubs, sauf Pierre qui est sur Montpellier, qui s'entraîne sur Montpellier, mais c'est quasiment le seul, parce qu'au final, on a tous donc un club, mais on est tous mis sur des structures donc individuelles ailleurs. Surtout Poissy. En fait, Poissy déjà, c'est la région parisienne, pour y avoir donc vécu 20 ans. Je me suis entraînée à Poissy pendant 2 ans, mais j'ai fait le choix de rejoindre le sud, et c'était beaucoup mieux, rien que pour le groupe, parce qu'il y avait Stéphanie donc des Hanas qui est notre coach avec Cassandre, qui m'entraînait donc à distance sur Poissy, et c'était tout était plus simple de descendre sur Montpellier parce qu'il y avait une structure, il y avait un groupe notamment donc avec Émilie Morier, Sandra Daudet. Et du coup c'est vrai que la vie est plus simple ici, donc j'ai fait le choix de déménager à Montpellier. Au niveau il y a peut-être une épreuve ou une course qui vous a plus marqué que d'autres depuis le début? Vous avez 24 ans, si je me trompe pas. C'est ça, j'ai 24 ans. Ça va être comme Cassandre, c'est vraiment les relais parce qu'on partage ça à 4. Et du coup, c'était vraiment des grosses émotions. Surtout qu'on a été donc assez performante, tout en restant modeste. Mais et du coup, c'est vrai que c'est sympa de partager ça à 4, voire même plus, parce qu'il y a aussi donc, 2 remplaçants sur chaque course, plus tous les encadrants qui sont là. Donc, c'est vraiment une belle émotion. Il y avait 2 équipes différentes, par exemple, entre les championnats du monde et les championnats d'Europe. C'était prévu d'ailleurs à l'avance, si je puis dire, ou c'est sur le moment, au moment où il y a des relais qui sont programmés, il y a une discussion en fonction des disponibilités, en fonction des performances actuelles? Là, pour le relais, effectivement, des championnats d'Europe et des championnats du monde, il y avait juste Vincent et moi qui ont échangé les places, parce que Vincent n'était pas présent.
Normalement, c'est vrai que cette année, on a essayé de faire un turnover pour essayer différents relais en vue des Jeux Olympiques. Dans le futur, je ne sais pas comment ça sera, on verra, mais en tous les cas, on essaie de prendre les athlètes les plus performants parce qu'il faut qualifier le relais aux Jeux Olympiques. Il faut être dans les 7 meilleures nations, et donc c'est pour ça qu'on essaie quand même de mettre un relais compétitif sur les courses. Et puis après, voilà, Léonie et Cassandre qui sont aujourd'hui titulaires, on va dire, du relais sans discussion. Après, il y a d'autres jeunes filles qui arrivent et qui espèrent qu'une chose, c'est de les détrôner. Donc il faut garder sa place dans le relais. Mais c'est sain. Donc ça crée de l'émulation aussi. Effectivement, et puis ça permet d'avoir des relais très, très compétitifs, d'avoir plusieurs remplaçants de très haute qualité. Ouais. Et tu parlais d'être dans les 7 premières nations. Il y a un calendrier spécifique du coup aux qualifications olympiques, tant pour le relais qu'en individuel, pour les JO 2020 à Tokyo. Alors oui, il y a un programme qui est fait, qui a commencé au mois de mai et qui finira début 2020. Donc on va dire c'est la période olympique de qualification, où il y a un nombre d'épreuves de relais et un nombre d'épreuves individuelles où il faut marquer des points et à la fin de cette période-là être au minimum classé dans les 7 meilleures nations avec un calcul de points différent et c'est le même cas pour les individuels. Et après, à côté de ça, donc ça c'est l'ITU, le triathlon international, qui met ça en place. Et après, il y a la fédération qui, elle, met des quotas pour sélectionner les athlètes qui participeront aux épreuves. On va finir justement avec vous, Pierre. Donc, on vous avait reçu il y a 2 ans à Sport & Chill, en 2016. C'était un peu l'année, on va dire, presque de la confirmation pour vous. 8e et premier français aux séries mondiales, grâce notamment à votre 3e place lors de l'étape de Stockholm, puis votre participation aux Jeux de Rio. Quel est votre objectif à présent, en 2018 voire en 2019, du coup. Ouais, alors mon objectif aujourd'hui, c'est clairement les Jeux Olympiques, c'est de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Il y a un critère de sélection qui est le classement mondial, donc il n'est pas défini, mais clairement ça sera de me rapprocher du podium tant que je peux. C'est vrai que ça fait 4 saisons que je suis dans le top 10 mondial et sans vraiment le jouer au final. Donc là cette année, peut-être m'y employer pleinement et essayer d'être performant sur toutes les épreuves. Mais c'est à voir selon les critères de sélection, parce que la priorité restera les Jeux Olympiques et me qualifier à ces épreuves-là. Né en Bretagne, donc départ pour les États-Unis en 2006, retour en France en 2009, puis départ à Montpellier. Pourquoi Montpellier justement ? Est-ce que c'est le Krebs qui vous ravit à ce point-là ? Ouais, c'est ça en fait, c'est que y a la structure qui est rattachée au pôle France à Montpellier. Donc moi, lorsque j'avais fait ma demande d'intégrer un pôle, il y a 2 pôles en France, c'est soit Bolloré, soit Montpellier. Et au vu des études que je voulais faire, on m'a conseillé d'aller à Montpellier parce qu'il y avait le pôle France. Et puis au final, j'ai tellement aimé la ville et les conditions d'entraînement au Krebs que voilà, j'ai pas envie d'y bouger, quoi. Ouais. On le comprend. Et en fait, dernière question, votre premier titre européen, c'est cette année, donc le 10 août 2018. Quel a été votre sentiment après ce titre ? Quelle est l'émotion première qui vous est venue tout de suite ? J'ai eu beaucoup d'émotions parce que c'était mon premier titre, surtout en courte distance. L'année précédente, j'avais fait 2e, mais sur sprint, donc c'est un peu moins coté, on va dire. Là, il y avait une double satisfaction, c'est qu'il y avait toute ma famille et mes amis qui regardaient, puisque c'était très très bien médiatisé. Normalement, nous, on a beaucoup moins médiatisé. Tous les ans, on a un championnat d'Europe qui ne passe pas à la télé, et donc du coup, la résonance médiatique fait que personne ne suit. Pourtant, c'était très télévisuel. Ouais. Télégénique, pardon. C'est ça. Et du coup, c'était vraiment parce qu'il y avait un format de jeu européen et qui sera présent tous les 4 ans. Mais comme j'avais raté les Jeux Olympiques, je voulais devant tous mes amis et mes amis, là, je me suis dit, bon, ils me regardent une 2e fois, il va pas falloir que je me rate. Et pour ça, j'étais vraiment très heureux de pouvoir remporter cette médaille d'or. Et surtout, notamment, le lendemain avec le relais et les filles présentes. Tu avais du coup
cet espoir, c'est facile de parler maintenant peut-être, mais avant la compétition, où tu te disais déjà si je fais une place sur le podium, c'est un bon résultat. Je me suis dit, j'y croyais quand même, parce que quand on prend le départ, on a envie de gagner. Quand j'ai vu, donc du coup, j'étais pas présent sur le relais au championnat du monde. Et pour vous dire que avoir des bons résultats dans l'équipe de France, c'est important. C'est que lorsque je les ai vus gagner le titre de champion du monde par relais, je me suis dit, la fin de saison, il va falloir que je fasse quelque chose de bien également parce que ça me donnait envie d'être sur la plus haute marge du podium également. Et du coup, je suis parti en stage et j'avais qu'une idée en tête, c'était décrocher une médaille au moins sur les championnats d'Europe et faire la meilleure fin de saison possible. Donc de pouvoir le réaliser, c'était fantastique. Et voilà, c'est également dû aux résultats des équipes de France qui portent au final tous les individus au plus haut. Ouais. Petite question de conclusion, peut-être Léonie, si vous voulez répondre, peut-être quelques secondes pour convaincre les personnes qui souhaiteraient commencer du triathlon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux personnes qui hésitent à commencer cette discipline ? Déjà, c'est 3 sports, donc c'est vrai que ça, c'est très avantageux. Parce que dès qu'on se lasse d'une discipline, par exemple, on a toujours 2 disciplines sur lesquelles se rabattre. Mmh. Et c'est un sport donc d'extérieur aussi. Donc ça, moi je sais, j'ai commencé par la natation et le fait d'être enfermé dans une piscine, ça me déplaisait. Donc là, on est dehors, on est tout le temps dehors, sauf à la piscine. Mais là non, parce qu'on a donc un Neptune qui est aussi donc un bassin extérieur. Mmh. Et après, c'est un sport très ludique quand même. Très ouvert dans le sens nous on a cet avantage, même les élites, on est quand même très proche des amateurs tout niveau, parce que sur certaines courses dans la région ou autres qu'on peut faire, on est tous mélangés. Donc c'est vrai que ça peut être donc un avantage par rapport à d'autres disciplines où il y a vraiment plus ce côté pro que nous on n'a pas forcément. Et ensuite, c'est un super sport. Donc voilà, ceux qui hésitaient ou ceux qui veulent se mettre à un des 3 sports ou aux 3 sports, donc au triathlon. Je sais que le premier animateur de Sport & Chill était intéressé par le triathlon et s'était mis au cyclisme avec moi. Donc il ne manque plus qu'à pratiquer les 2 autres disciplines et les 3 pour nous tous. Voilà. Moi, c'est plus compliqué déjà. mais si, il faut y croire. Donc merci infiniment d'être venu avec nous ce soir et merci au Krebs de les avoir invités, ce grand champion et ces grandes championnes. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. C'est gentil. Merci. Merci à vous. On va passer à notre deuxième pause musicale, c'est les Daft Punk avec le titre Club Soda.